Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes ici au Cahier de Colette à Paris, en présence du prince Kumba Doumbé qui est ici pour fêter les 50 ans d'écriture. Prince Kumba Doumbé, bonjour, comment allez-vous? Mais je vais bien, il fait un peu froid, mais ça va. Je vous remercie de nous accueillir ici à l'occasion de votre jubilé pour les 50 années d'écriture. 50 années, ça se fête? Ça se fête, oui, parce que c'est pas évident. 50 années d'écriture, c'est pas évident déjà d'atteindre 50 ans. Mais 50 années d'écriture et qu'on puisse les vivre soi-même, ben oui, ça se fête, c'est une grâce. Sa Majesté, nous sommes à quelques heures de votre procession à l'UNESCO aujourd'hui. Oui. Vu la sommité que vous êtes, quel impact souhaiteriez-vous pour les futures générations via cette célébration? Je peux tout simplement dire que j'ai essayé de faire ma part pendant, c'est-à-dire ces 50 dernières années. J'ai essayé de montrer le chemin pour une écriture engagée, parce que je pense qu'une écriture doit être engagée si on veut aller vers une nouvelle humanité. Et mon souhait serait que, disons que ce que j'ai fait, n'est-ce pas, soit découvert par le plus grand nombre, surtout par la jeunesse, et qu'elle puisse s'en inspirer. Qu'elle puisse s'en inspirer, c'est-à-dire pour que on puisse décloisonner, n'est-ce pas, décloisonner les têtes ou les mentalités qui sont enfermées dans des carcans nationaux ou de groupes. Il faut absolument décloisonner pour que la pensée soit libérée. Parce que vous savez, on réfléchit trop en schéma. Schéma de nation, schéma de groupes religieux, ethniques, etc. Si nous voyons où va l'humanité, à quel rythme les chamboulements ont lieu, si on ne change pas de donne, ça va être très grave. Il faut absolument que la jeunesse s'empare de nouvelles idées qui ouvrent et non pas qui cloisonnent, n'est-ce pas? Parce que nous avons trop agi par souci, enfin nous, c'est-à-dire je veux dire les structures, par souci de stratégie de domination politique, domination économique, domination spirituelle, etc., etc. Et ces dominations, surtout ces 7 derniers siècles, ont fait trop de mal à l'humanité. Et il faut absolument sortir de là, décloisonner. Ça fait du mal à qui en plus particulièrement? Mais aussi bien à l'opprimé qu'à l'oppresseur. Parce que celui qui est opprimé, de toute façon, c'est le fait mal parce que ça le déshumanise. N'est-ce pas? Ça le déshumanise et il vit dans des conditions qui ne sont pas des conditions humaines. Mais l'oppresseur lui-même, est-ce que, c'est-à-dire, lui aussi, il est déshumanisé? Il ne s'en rend peut-être pas compte. Il est aussi déshumanisé et il est dans une situation où il se prend pour un petit Dieu qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas être. Et il ne comprend pas dans son système de domination que plus il domine, plus lui-même il devient moins homme, moins humain. Et ça, bon, c'est pas seulement au niveau de la théorie, mais même au niveau maintenant de la pratique. Mais quand vous accumulez d'une manière excessive parce que vous avez dominé les autres, vous ne pouvez même pas utiliser ce que vous avez accumulé pendant votre vie. Parce que c'est pas possible. Quelqu'un ne peut utiliser que jusqu'à un certain niveau. Après, ce n'est plus possible. Mais vous êtes dans un circuit, vous vous mettez dans une espèce de circuit où vous ne pouvez même plus faire autrement. Et vous devenez vous-même esclave de cette stratégie. Vous devenez vous-même... ah ben oui. Vous êtes vous-même oppressé en fait. Oui. Et puis vous ne dormez même plus tranquille.
D'accord. Comment pensez-vous sauvegarder et promouvoir le riche patrimoine culturel de l'Afrique à l'ère du numérique et de l'innovation? Je pense que si vous regardez bien ce qui se passe en Afrique, la jeunesse africaine invente énormément. Ces jeunes, vous les voyez tout jeunes, mais c'est-à-dire que la capacité d'invention est très grande. Ce n'est pas propre à l'Afrique. Mais l'Afrique a quand même, et on le sait, d'ici une trentaine d'années, un jeune sur 3 sur cette terre sera africain. Et ils inventent. C'est vrai. Mais attention, la jeunesse du monde est surtout africaine. Donc, c'est des révolutions extraordinaires là qui sont en marche, mais qu'on ne voit pas encore vraiment. Mais nous qui sommes sur place, on voit très bien comment ces jeunes sont en train d'évoluer. On voit très bien ce qu'ils sont en train d'inventer. Alors, bien sûr, on peut dire ceci, que les autres, les pays structurés, qui ont de l'argent, etc., regardent cette Afrique-là et essaient de dénicher qui invente pour l'enlever de l'Afrique et lui donner, disons, des propositions peut-être meilleures individuellement ailleurs. Mais il y a quand même une grande conscience. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous diront, moi, je reste chez moi. D'accord. Je reste là et je vais évoluer là. Est-ce que les moyens dont ils disposent leur permettent en fait d'exploser? Bon, d'exploser. Moi, notre structure, la Fondation Afrique Avenir, il n'y a que les jeunes là-bas. Il n'y a que les jeunes. Oui. Et je pense qu'ils évoluent. Ils évoluent d'une manière absolument extraordinaire. Et ils n'ont rien à envier. Bon, maintenant, au niveau de l'argent, Les finances. Mais là aussi, on se trompe parce que ce que vous pouvez faire, puisqu'on est en France en euros, ce que vous pouvez faire avec 500 euros en France et ce que vous pouvez faire avec les 500 euros au Cameroun, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que il ne faut pas comparer que ici je gagne 500 euros, là-bas je gagne que 500 euros, parce que la capacité, c'est-à-dire que vous avez besoin en réalité de moins de financement pour faire plus, pour aller plus loin. Et c'est ça, je crois, la chance de la jeunesse africaine. Mais il faut aussi voir l'étape de ces pays-là qui essayent quand même de se libérer pour pouvoir utiliser eux-mêmes leurs propres ressources. Vous savez que c'est un combat international qui est très très difficile, mais on va dans cette direction-là. Et plus il sera possible aux Africains d'utiliser leurs propres ressources. Ben voilà. C'est ça. Et vraiment donner ces 30 ans-là, moi je suis très confiant de ce qui va se passer d'ici 2050. J'ai réécouté la semaine dernière votre intervention, vous savez, sur nos objets de culte traditionnels transformés en valeurs marchandes en Occident. C'est une blessure que vous portez. C'est ce que j'ai ressenti, parce que j'ai ressenti aussi la même chose. Mais concrètement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que nous n'avons pas d'infrastructure pour accueillir et sauvegarder nos œuvres si elles nous étaient rendues? Mais quand ils sont venus prendre ça, c'était pas gardé. C'était pas gardé quand ils sont venus prendre ça. Ils ont trouvé ça où? Et comment ils ont pu avoir ça si c'était pas gardé avant? C'est-à-dire qu'il y a Vous pensez qu'il y a une forme d'hypocrisie Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie, c'est-à-dire que dans les relations entre les Africains, les Européens et les Occidentaux ces derniers siècles, en gros c'est l'Occidental qui doit toujours dire comment les choses doivent se passer. Mais il oublie que lui-même c'est un arrière-petit enfant des Africains. Est-ce qu'il y avait les Blancs sur cette terre? Il n'y avait pas. Donc la dépigmentation là, c'est depuis 8500 ans, depuis quoi 10 000 ans, d'une humanité qui a plus de 200 000 ans. Donc, il faut sortir de ce carcan dans lequel on nous a enfermés ces derniers siècles. Et moi, j'ai
j'ai fait la démonstration, le tanguay, c'est-à-dire la peau princière de vos grands-parents, oui. L'homme Présobel, Oui, c'est ça. qui est enfermé au musée de Munich. J'ai demandé qu'on me le rende. Alors, ils ont sorti ce genre d'argument. Bon, nous, on a carrément construit un autre, n'est-ce pas? Et il est bien placé, bien protégé. Et l'ambassadeur d'Allemagne, quand il est venu, avant de présenter ses lettres de créance au chef de l'État, il est venu vous regarder, il est venu voir. Donc nous savons très bien ce que nous voulons, mais ce qui est aussi, ce qu'il faut dire, parce que vous avez des problèmes comme l'humidité, etc. Il faut des infrastructures quand même adaptées. Voilà. Mais quand vous avez pris quelque chose qui m'appartient, vous avez pris ça pendant 100 ans, ou 50 ans, ou 150 ans. Mais vous avez aussi une obligation. Lorsque ces objets vont rentrer, vous avez une obligation, n'est-ce pas, de structurer ce retour. Ah, aussi une obligation financière. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez bénéficié, vous avez volé, parce que c'est ça les termes, les vrais termes. Excusez-moi de les utiliser, mais il faut quand même voir ce qui s'est passé. Hein, quand vous lisez Michel Léris, etc., comment il procédait pour prendre. Alors, quand vous avez volé ce qui m'appartient, vous retenez ça pendant 100 ans. Après un jour, quand je viens réclamer, et que vous dites, bon, ok, maintenant je vous rends, mais vous devez payer. Vous devez dédommager. Vous devez dédommager. En réalité, pour que ces choses-là rentrent dans leur environnement. Parce que n'oubliez pas que tous ces objets sont en prison en Occident. Ce qui n'est pas dans la culture africaine. Pas du tout. Oui. C'est emprisonné. Et n'oubliez pas que 90% à peu près de ces objets de culte et d'adoration ont été transportés en Occident, mais on ne montre même pas 3,5% parce qu'il n'y a pas la capacité. Tous ces musées, ce qu'on appelle musées là, ces prisons dans lesquelles ces objets d'art se trouvent, ils n'ont pas assez de place pour montrer même ce qu'ils ont en magazine. C'est dans les magasins enfermés. Mais vous vous rendez compte? Oui. C'est enfermé quelque part. Même eux, les Européens, ne peuvent pas voir ça parce qu'il n'y a pas de place. Ils refusent de les restituer, tout à fait. Sachant que moi, je me souviens bien que mes grands-parents disaient qu'on ne mettait pas sous cloche les objets d'art en Afrique parce qu'ils étaient vivants. On considérait que c'était des objets qui avaient une vie. Vous voyez par exemple le musée à Yaoundé. Oui. Puisqu'il faut faire des musées. Nous, on n'a pas la culture du musée. Mais comment ça se passe avec les musées à Yaoundé? Quand ils ont besoin d'un certain nombre d'objets d'adoration de culte, ils s'adressent aux différents rois, etc., qui peuvent leur prêter pendant un petit moment. Mais quand ces objets-là doivent maintenant remplir leur fonction, ils rentrent. Et de temps en temps, donc, pour satisfaire un peu l'élan moderne de faire des musées, et n'oubliez pas que les Africains ne vont pas dans les musées. Ils vont faire quoi là-bas? C'est mort. Ils ne vont pas dans les musées. Mais il faut voir, il faut que ce sont des âmes qui doivent vivre. C'est ça, donc l'objet est vivant en fait. Absolument. L'objet a une vie. Mais c'est même les Européens qui appellent ça objet. Il y a une altération même de ces objets d'art. Parce que ce n'est pas des objets d'art. Ils en ont fait des objets d'art marchands. Oui, c'est ça. Hein? Les objets de culte et d'adoration sont devenus des objets d'art marchands. Non, on est allé trop loin. Vous allez faire une procession pour entrer à l'UNESCO cet après-midi. Qu'est-ce que cette procession veut dire en Occident? Est-ce que ça a une signification de le faire ici? De toute façon, les 27 et 28 décembre, nous allons faire la vraie manifestation à Douala-Bonabéré, au Cameroun. Et pour remercier les pères et les mères qui nous ont permis, c'est-à-dire de faire ce que nous avons pu faire, ce qu'ils nous ont demandé de faire pendant 50 ans. Nous allons les remercier et ceux qui vont être là vont vivre. Comment nous parlons avec nos pères et nos mères pour leur dire merci. Et comment nous parlons aussi avec ceux qui nous ont envoyés chez ses pères, celui qui nous a envoyés chez ses pères et ses mères. Donc, à l'UNESCO, je crois que c'est symbolique.
Moi-même, je vais me laisser surprendre, puisque ce n'est pas moi qui organise. Et il y a une communauté africaine ici à Paris, et je vais seulement me laisser guider. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Prince Kouma Doumbé III. Merci d'avoir accepté cette interview et je vous souhaite une belle fête pour vos 50 années d'écriture. Merci infiniment, merci. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre entretien avec le Prince Kouma Doumbé III, ici au Cahier de Colette, que nous remercions chaleureusement de nous avoir accueillis dans ces lieux absolument magnifiques. Et nous nous retrouvons très vite pour une autre entrevue. Au revoir et à bientôt.